En prélude à l'ouverture de ce dossier, on va essayer de voir ce qui est de l'info, ce qui est de l'intox, ce qui est intéressant. On va essayer de remettre en contexte ces informations qui se promènent sur les réseaux sociaux. Suite à cette publication avec Cody, on vous en a raconté les conditions de ce fameux dataset 8, dataset 8. Je vais juste vous remontrer cet extrait parce que, encore une fois, si on a cet extrait vidéo aujourd'hui, c'est grâce à la détermination de ces survivantes, c'est grâce à la détermination plus particulièrement de Virginia Jeffrey qui avait, avec son avocat, Brad Edwards, lancé une procédure en civil contre Jeffrey Epstein et il y avait eu dans le cadre de la procédure de discovery, il y avait eu donc ce moment où Jeffrey Epstein, face caméra, avait été interrogé sur ses relations sociales avec Donald Trump et la présence ou pas de jeunes filles mineures. Vas-y Thomas. About Trump, right? Have you ever had a personal relationship with Donald Trump? What do you mean by personal relationships? Have you socialized with him? Yes, sir. Yes? Yes, sir. Have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18? Though I'd like to answer that question, at least today, I'm going to have to assert my 5th, 6th, and 14th Amendment rights, sir. Ouais, même si je souhaite répondre à ces questions, aujourd'hui, je vais utiliser le 5e amendement. Et donc, le 5e amendement, vous le savez, c'est évidemment cette disposition de loi qui permet de refuser à une question lorsqu'on pense qu'elle va nous incriminer personnellement, parce qu'évidemment, on lui demande si il a eu des événements sociaux avec Donald Trump en compagnie de mineurs. Alors, on va ouvrir cette partie sur ces documents sur Trump par commencer par celui qui a fait très certainement le plus parler. On va voir d'ailleurs comment CNN, ce matin, parlait de cette lettre qui fait partie de ce dataset 8. Cette lettre prétendument de Jeffrey Epstein en prison, envoyée à un autre pédophile célèbre aux États-Unis. Oui, ça existe malheureusement comme catégorie, qui est Larry Nassar. Larry Nassar, c'est cet ancien entraîneur de jeunes filles, de gymnastes, qui travaillait pour la Team USA, qui a été condamné à plusieurs centaines d'années de prison pour avoir abusé sexuellement près de presque 300 jeunes filles qui étaient donc toutes mineures à partir de 11 ans. Et donc, ce courrier, on va le voir tout de suite. On va rentrer après dans les détails de cette lettre et de son authenticité ou pas, mais on va voir comment CNN ce matin en parlait. Vas-y Thomas. Have you ever had a person? These 30,000 pages of documents from the Epstein files released overnight, including one which was a letter sent by Jeffrey Epstein, apparently in the days before he took his own life, to convicted sex abuser Larry Nassar, who, again, convicted of abusing so many U.S. gymnasts over the years. In that letter, Epstein wrote to Nassar, "Our president," and he was referring, it seems, to President Donald Trump at the time, "our president also shares our love of young, nubile girls." Donc c'est évidemment ce document qui a enflammé hier les réseaux sociaux. Donc ces deux choses, on va rentrer. C'est à la fois, donc vas-y Thomas, si tu peux avancer dans le document. C'est à la fois, là c'est une photo où il y a les deux choses. C'est à la fois une enveloppe qui a été envoyée depuis la prison, prétendument la prison de Jeffrey Epstein, quelques jours. On va y revenir, cette lettre a été écrite quelques jours prétendument avant son décès et a été envoyée juste après son décès. Et donc, dans ce courrier, on va regarder le courrier dans son intégralité. Donc, signé Jay Epstein en disant que donc
après avoir parlé de leur passion commune, il faut le dire comme ça, c'est ce qu'il y a écrit, de leur passion commune d'aimer s'occuper de jeunes filles pour leur permettre d'atteindre leur potentiel complet, hein, c'est vraiment ce qu'il y a écrit, de dire qu'après, notre président, donc à l'époque, le président c'est Donald Trump, notre président partage notre passion, notre amour pour les jeunes et nubiles filles et en expliquant que lorsque une jeune beauté passe à côté de lui, il l'attrape par ses parties intimes, qu'elle le veuille ou pas, ça c'est un autre problème. Donc, voici le cœur du texte, vous avez compris, je ne vais pas forcément le lire mot à mot, ça n'apporte rien. Et donc, sur le papier, vous avez un mot écrit par Jeffrey Epstein quelque temps avant son décès, envoyé à un autre pédophile qui met en avant Donald Trump. Donc, dès que cette lettre est arrivée, dès hier soir, j'ai commencé à travailler sur l'authenticité ou pas de ce document. Avec rapidement des arguments qui pouvaient être utilisés dans un sens ou dans un autre. Dans le sens de l'authenticité, même si en bout de course, ça n'en était pas un, c'est que le document est authentique. Je suis allé moi-même le télécharger sur le site du département de la justice. Il est accompagné d'une série de documents du FBI. Malheureusement, et je pense que ce malheureusement n'est pas forcément le fait du hasard, malheureusement incomplet. Il y a par exemple le document qui explique ce qu'on appelle the chain of custody, donc le fait que c'est revenu, ça a été envoyé à la prison à ce moment-là. Larry Nassar était en prison, je crois, du côté de l'Arizona, mais il venait de déménager, donc c'est revenu du côté de la prison à New York. Donc Thomas, tu peux nous montrer le retour à envoyeur en termes de documents. C'est juste pour vous montrer ce qui est disponible. Donc, c'est très documenté, sauf la partie la plus importante. Vous allez voir, parce que la partie la plus importante, c'est cette demande où le FBI envoie une demande à son laboratoire pour demander à ce qu'on tente d'établir l'authenticité de ce document-là. Hein, est-ce que les adresses sont bonnes? Est-ce que le tampon de la poste est bon? Est-ce que c'est un vrai document? C'est un faux? Et surtout, de faire, on le voit dans le document, une analyse complète en termes d'analyse de l'écriture. Savoir est-ce que c'est l'écriture ou pas de Jeffrey Epstein là-dessus. Malheureusement, ou pas, l'analyse n'est pas fournie. Vous avez les demandes, c'est vraiment, tout est extrêmement documenté, encore une fois, jusqu'au moment le plus important. On va parler de cette analyse graphologique dans quelques secondes. Et donc, le document est authentique. Est-ce qu'il est authentiquement à Jeffrey Epstein? On va y revenir, mais en tout cas, le document, ce n'est pas un faux. Il y a toute une procédure, il fait partie du dossier. C'est la première fois dont on entend parler de ce document-là, vous allez voir, c'est dans un article de Associated Press qui remonte à 2023 parce que Associated Press, à ce moment-là, a un accès, on vous a parlé de ce dossier, on vous a déjà montré beaucoup de documents cet été lorsqu'on a fait les émissions autour de la mort de Jeffrey Epstein. C'était la première fois qu'on voyait des documents de l'enquête interne menée par le bureau des prisons pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et dans cet article-là, hein, vous le voyez, on est le 1er juin 2023, donc Associated Press, on va voir l'extrait suivant, raconter que dans le dossier, mais ils n'avaient pas eu accès à ce document-là, d'accord? Mais ils disent, voilà, dans le dossier, il y a aussi, dans un éclairage de ces 36 jours en prison de Jeffrey Epstein, il y a une lettre qui a été envoyée à cet autre pédophile qui est Larry Nassar,
etc., etc. Et donc, évidemment, on n'a pas le contenu. Et on dit que voilà, apparemment, cette lettre est revenue, retour à l'envoyeur et tout ça. Donc, ça, c'était des éléments qui allaient dans le sens, encore une fois, de l'authenticité du document, mais sans résoudre le problème de l'authenticité du contenu du document. On parle ici vraiment de deux choses. Ouais. Donc évidemment, comme tout le monde, moi je suis allé voir des documents qu'on vous a déjà présentés ici, qui sont des vrais, qui sont les notes qui ont été retrouvées dans la cellule d'Epstein. On vous avait montré ces notes où il se plaignait par exemple, de la présence de cafards dans sa cellule pour essayer de voir, mais évidemment, ce n'est pas une expertise graphologique, essayer de voir, donc évidemment, quand vous commencez à faire ce genre de choses, vous allez voir que, ah oui, il y a des lettres qui correspondent, il y a des lettres qui ne correspondent pas. C'est pour ça que c'est une technique assez particulière. Julie K. Brown, et ça a été la première, a tout de suite révélé un point qui était assez intéressant sur cette lettre envoyée à Larry Nassar, c'est qu'il n'y avait pas de faute à l'intérieur, parce qu'elle dit qu'elle, qui a vu énormément de documents de Jeffrey Epstein, c'est quelqu'un qui était possiblement dyslexique et qui multipliait les erreurs. Ce qu'on voyait aussi dans tous les emails, à chaque fois, il y avait plusieurs erreurs. Et des fois, des choses où il y a juste une lettre qui va après l'autre, qui est inversée, mais dans quasiment tous les textes, tous les emails, il y avait des erreurs quand ça venait de la part d'Epstein, et même des points, des virgules qui n'étaient pas où ils étaient censés être, des choses comme ça. Alors, là-dessus, quand on en a parlé avant l'émission, plus ma réflexion avançait, plus je me disais... Déjà, si ce document était vrai, il ne correspond pas au modus operandi que l'on voit depuis 6 mois, qui est plutôt de protéger Donald Trump. Pourquoi rendre public un document authentique s'il accuse directement Donald Trump, comme vous le voyez, de partager avec les 2 pires pédophiles de l'histoire des États-Unis en disant il y en a un troisième, c'est Donald Trump. Et on fait tout, on vous raconte tous les efforts depuis des mois pour cacher la vérité, y compris dans la manière dont ces documents sortent, mais on oublie celui-là. Alors, à part se dire que peut-être c'était un agent du FBI qui avait glissé ce document-là dans ce qui a été rendu public, c'était déjà le premier doute. L'autre doute... Mais encore une fois, tout a des explications. C'est le fait que c'est ce qu'on appelle post-marqué, c'est-à-dire que ça a été envoyé 3 jours, le tampon, c'est 3 jours après le décès de Jeffrey Epstein. Dans la réalité, c'est quelque chose qui pouvait fonctionner parce que, évidemment... il n'y a pas de courrier immédiat. Vous êtes en prison, ce n'est pas parce que vous écrivez une lettre qu'elle va partir le jour même. Il y a tout un processus de validation avant que le courrier soit vérifié, validé pour sortie et distribué, qui peut justifier ce délai-là. Donc ça, c'était un doute. Et puis, je me suis souvenu de pas mal d'affaires où... Et je ne dis pas que c'est le cas, mais je vais vous raconter une affaire. On est en 2004. Et il va y avoir la campagne présidentielle entre George W. Bush et John Kerry. Les chances de Kerry à ce moment-là sont certaines parce que, en tout cas, sont réelles, on estime, du côté démocrate et du côté des médias, parce que il y a, depuis 4 ans, d'énormes révélations sur des tas d'affaires, sur justement George Bush. Et en début de campagne, CBS reçoit, et à l'époque, ils ont une légende de la presse qui s'appelle Dan Raver, qui va être viré suite à ça.
ça va devenir le Rivergate, qui reçoit des documents qui prouvent, ces documents, que George Bush aurait profité d'avantages liés à la fonction de son père pour ne pas aller au Vietnam, hein, qui est évidemment en opposition très forte à John Kerry, qui lui, c'était les Swift Boat, qui s'est battu et qui a fait sa carrière et sa campagne électorale sur le fait que c'était un ancien vétéran qui, à un moment, s'est opposé à la politique américaine du côté du Vietnam. Ces documents sont partagés et publiés par CBS et très rapidement, on va commencer à démontrer que ces documents étaient des faux. Ces documents étaient des faux. Ça va entraîner le renvoi d'une dizaine de personnes, dont Dan Raver. Dan Raver, à l'époque, c'est l'équivalent, alors je sais, lorsqu'on parle de harcèlement sexuel, c'est pas forcément une bonne image, mais que pour que vous en pensez, que vous voyez le poids, c'est l'équivalent en France d'un PPDA à l'époque. C'est vraiment la statue de l'information aux États-Unis. Et il va perdre sa place. Mais la conséquence de l'utilisation de ces faux, c'est que toutes les enquêtes sérieuses qui étaient en cours sur le passé de George Bush, y compris certaines malversations financières qui, aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe à Trump, c'était une autre époque, c'est rien. Mais bon, dans tous les cas, tout ça, toute l'histoire de son passé et entre autres d'un accident en voiture parce qu'il était sous l'influence de l'alcool qui a entraîné le décès d'une autre personne, tout ce qui était en train de se préparer, d'un coup, tout est supprimé. Les journaux américains ne veulent plus se faire manipuler et disent les dossiers Bush, on laisse tomber, la campagne va se jouer sur autre chose. On s'est fait attraper une fois, crise de confiance chez CBS, renvoi de la star de l'information chez CBS, c'est terminé. Et donc, on a retrouvé la personne qui a envoyé ces documents-là, mais aujourd'hui encore, et je pense qu'elle est déterminée, elle est décédée. Il y a eu différents comités d'enquête et différentes enquêtes menées par le Washington Post, le New York Times sur le sujet. On n'a jamais réussi à déterminer d'où venaient ces faux documents et quelles étaient les motivations. C'est un ancien militaire qui avait distribué ces documents-là de la garde nationale du Texas. Quelles étaient les motivations qui lui avaient fait prendre cette volonté de dire tiens, on va faire parvenir à CBS ces faux documents. Dans les théories, à cette époque-là, nous vivions au Texas et je travaillais, c'est l'année où j'ai publié Bushland, je travaillais en contact avec beaucoup de monde dans l'organisation politique, non seulement de la campagne de Bush, mais en général de ce qu'on appelle les Texas Politics. Une des rumeurs, c'était l'époque, c'était pas Bannon qui était là, mais c'était Karl Rove, qui avait ce côté à la fois de Darth Vader, même si Darth Vader, après le surnom a été récupéré par Cheney, mais en tout cas qui était considéré comme un spécialiste des sales coups en politique. Une des rumeurs à l'époque, c'était de se dire, en fait, on a piégé CBS parce que de sortir ces fausses informations fait que ça nous a permis de faire que tous les autres dossiers qui étaient vraiment embarrassants pour Bush ne sortent jamais. C'est une des théories. Et donc, quand moi j'ai vu passer ces documents et que la veille, pour la petite histoire, il y a eu quelques heures où les médias sociaux se sont complètement emballés sur un petit film de 5 secondes qui montre Jeffrey Epstein en train de se pendre dans sa cellule, alors que dans la réalité, c'est quelque chose qui existe sur YouTube depuis 10 ans, qui vient de 4chan et qui est un loop d'animation faite par ordinateur qui est connu depuis au moins 10 ans, et de voir comment tout le monde, dans cette course
à l'information, les réseaux sociaux, y compris des comptes plus ou moins importants, reprennent ce genre de choses, je me suis dit, wow, on va aller doucement sur ce genre de choses parce que si on veut aujourd'hui discréditer ce qui est important, et je vous ai montré des choses qui sont vraiment importantes, et ce qui est important déjà, c'est cette volonté de refuser de respecter la loi, d'accord ? Si on veut discréditer tout ça, c'est extrêmement facile de sortir un document dont on sait qu'il est bidon, sans contexte et comme par hasard, sans mettre avec le rapport du FBI. Parce que ce qui est intéressant lorsqu'on va voir ces séries de chiffres, ces numérotations que vous avez dans le coin en bas, on se rend compte que l'on passe, sans savoir pourquoi et comment, hein, vous avez le 36085, donc ça va continuer, il va y avoir 86, 87, tous ces documents en chiffres que je vous ai montrés. Et puis, regardez, ça c'est le dernier du FBI. Et là, hop, il y a encore un trou. Et encore un trou. Et donc, on se dit, pourquoi le département de la justice publie ce document ? Je veux bien, on leur a demandé de publier l'intégralité du dossier Epstein. Ça fait partie du dossier Epstein. Il y a eu toute une procédure, elle est détaillée, mais pourquoi le résultat n'est pas là ? Pourquoi le résultat n'est pas là ? Et évidemment, ce matin, le département de la justice a décidé, on va commencer par le premier, celui avec titre lettre, a décidé de jouer cette carte-là en disant, regardez, alors celui-là il m'a fait rire tellement qu'il est scandaleux, en disant le département de la justice est en train de... vas-y. Non, vas-y, c'est juste, ils sont scandaleux. Non, mais en fait, j'ai dû en oublier un autre. Fais voir. Non, l'autre... Oui, non, on va commencer par celui-là. Très bien. Donc, en se disant, est-ce qu'il y avait dans le reste du dossier... Excusez-moi, on fait une pause de 2 secondes. À tout de suite. Désolé pour cette courte pause, on est en train de remettre les dossiers en ordre. Merci beaucoup à tout le monde qui est là. Je vois qu'on est quasiment à 1200 pouces, c'est formidable, merci beaucoup. Et je vois aussi que l'objectif des 43 135, c'est derrière nous. On est sur le chemin des 43 140, c'est formidable, merci beaucoup. Et merci également à Lady Who qui apporte également son soutien aux survivantes. Merci beaucoup, c'est important d'être là en force. Et... formidable pour Marcel. Bienvenue. Qui a gagné encore un des cadeaux que Thomas a envoyé dans le chat, donc encore une raison. Bienvenue à Marcel là. Et à Max. Et à Max. Reçu tous les deux une place à Team Énorme Média. Voilà, j'ai reçu le document. Et est-ce que ça passionne ton chat, Cody ? Est-ce que ça les intéresse ? Bah oui, déjà on a commencé avec 4 breaking news comme on les aime. Et maintenant on est plus dans ce document qui fait vraiment mystère. Parce que quand on sait que dès qu'il y a une photo qui est sortie, qui n'était pas censée être sortie, où on voit Trump dans un tout petit morceau d'un cadre, où on le voit avec des femmes plus ou moins habillées, mais genre c'est pas une position, quelque chose de vraiment compromettant, on l'a enlevé, on a viré le dossier. Donc comment est-ce qu'une lettre qu'il nomme en disant qu'il était impliqué dans tout ça sort café crème ? Café crème. Café crème. C'est le terme technique. En attendant le terme technique du café crème, Thomas, jingle, t'as tout reçu, c'est bon ? Allons-y. Allez, c'est parti. Ouais, donc, après une nuit pleine de confusion, on vous en a raconté tout ça, autour de ce dataset 8, la révélation de cette lettre, mais aussi d'autres informations, on va y revenir. Ce matin, le département de la justice
publié ce message-là en disant voilà, on vient de sortir 30 000 documents. Et là, cette précision que certains des documents qui sont présentés sont faux. Ce sont des accusations sensationnelles faites contre le président Trump qui ont été, alors regardez ça, qui ont été envoyées au FBI avant les élections de 2020 et démonstration implacable du département de la justice, ils disent la preuve que ces informations sont fausses, c'est qu'elles n'ont pas été utilisées contre le président Trump. Donc on est déjà dans une explication complètement folle et qui chronologiquement, c'est de la science-fiction. La première chose, c'est que en 2020 et avant 2020, qui était président des États-Unis? Donald Trump. Et c'est vrai que depuis des années, il joue sur cette ambiguïté. Il a commencé à jouer cette période d'ambiguïté déjà par rapport à Covid. De dire, bah, vous savez, Covid, le confinement, c'est pas moi, c'est le président qui était à ce moment-là en place. Donc forcément, c'était Biden. Non, c'était Donald Trump. Et là, on est dans la même dimension en disant, on a reçu ces informations au moment de l'élection de 2020, avant l'élection de 2020, dans le but de venir handicaper Donald Trump. Et si ces documents étaient vrais, ben, ils auraient été utilisés à ce moment-là contre le président Trump. Mais non, le président Trump était président. Donc il n'aurait pas sorti des documents qui lui plaisent lui-même. Oui. Exactement. Donc, c'est le premier point en disant, mais voilà, bon, c'est pas grave, on vous a dit qu'on allait tout sortir, donc on a sorti tout ça. Donc, déjà, comme précision, ça démontre que le département de la justice n'est là pour jouer qu'un rôle d'avocat de Donald Trump. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas fait cette mise en garde. C'est la première mise en garde depuis qu'on sort des dossiers. On ne nous a pas fait cette mise en garde pour dire, vous allez voir des photos de Bill Clinton, mais elles ont été prises lors de voyages officiels dans une tournée en Afrique pour venir faire de la prévention contre le sida. Et ce message accompagne le lien direct pour aller voir le dataset 8. Donc c'est le message officiel pour partager ça de la département de justice qui parle spécifiquement de attaque contre Trump, pas contre contre Trump. Donc là, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, deuxième message qui sort après, nous sommes toujours le 23 décembre, à la veille de Noël, en nous expliquant que, regardez, le département de la justice est en train, là à l'instant, maintenant, en ce 23 décembre, après l'avoir sorti, regarder la validité de ce document de Jeffrey Epstein à Larry Nassar. Donc la semaine dernière, on nous disait on ne peut pas vous sortir les documents parce qu'on doit tout vérifier. Mais maintenant, on va sortir des documents et ensuite on va vérifier. Oui, et puis surtout ces documents qui sont en possession de la justice depuis 2019. Et donc là, on est en train de nous dire, non mais on n'a pas eu le temps. Là, on est en train de vérifier. Mais c'est peut-être vrai. Mais par contre, voici 3 faits pour vous faire patienter, quoi, voilà, qui vont vous donner l'impression que tout de suite, la lettre n'est pas authentique. Donc vous avez à la fois la Virginie et pas New York où il était, mais encore une fois, tout ça, cela pourrait être des réalités, le délai 3 jours, je vous expliquais, etc., etc. Cela pourrait être justifié par la manière dont à New York on trie le courrier qui vient de la prison, mais dans tous les cas, il ne devrait pas avoir de conversation parce que, on l'a vu en 2019, nous sommes en 2026, le FBI a fait demander une authentification de ce courrier. Et donc, le département de la justice sait depuis 2019 si ce courrier est vrai ou pas. C'est scandaleux. Et là, on nous vend un espèce de faux suspense. On est en train de vérifier. Et regardez, justement, c'est une des notes de la communauté que j'ai validée ce matin en disant qu'ils nous ont expliqué que de toute façon, ils ont examiné plusieurs fois. Si on retourne sur le mémo
qui a été envoyé début juillet par Pam Bondi et Kash Patel, il y a écrit noir sur blanc que tout a été vérifié. Tout a été vérifié. Et donc, premier chapitre, on a vu, on est en train de vérifier. Premier chapitre, tout ce qui est sur Trump est faux parce que sinon, politiquement, ça aurait été utilisé contre lui. Alors, déjà, c'est une justification complètement malade. Oui. 2, on est en train de vérifier et il y a quelques minutes, on a terminé de vérifier. Donc voilà, ce qu'ils n'ont pas fait depuis 2019 a été fait en quelques minutes ce 23 décembre par le département de la justice de Pam Bondi et de Todd Blanche en disant que regardez, on a vérifié et que cette lettre est un faux, qu'elle avait été flag à ce moment-là. Ah ouais, ça, on s'en était rendu compte. Et donc, regardez, l'écriture ne semble pas match celle de Jeffrey Epstein. Ben oui, vous le savez, vous avez un rapport complet depuis 6 ans. 2019. Depuis 6 ans. Surtout sur Epstein. Et donc, ils ont décidé en 6 minutes d'éclaircir le mystère qu'ils ne pouvaient pas nous sortir depuis 6 ans. Et là, regardez, on n'a peur de rien, hein, ne faites pas ça à la maison. Regardez ce dernier document et vous comprenez ce qui vient de se passer. Cette fausse lettre doit servir de rappel, serve as a reminder. Parce qu'un document n'est rendu possible, cela ne veut pas dire que les accusations, le contenu de ce document est vrai. Donc ça y est, c'est fait, c'est posé. L'exemple fatal pour le reste du dossier, pour tout ce qui implique Donald Trump, c'est que vous avez une preuve, un exemple d'un document prouvé faux qui essaye de mettre en danger Donald Trump dans le dossier. Ça veut dire que chaque document, comme la lettre dessinée de Trump pour le Birthday Book, comme des images que vous pouvez voir de Trump dans le Birthday Book, comme n'importe quelle preuve qui implique Donald Trump, est fausse, comme cette lettre-là, c'est prouvé, c'est fait, dossier classé, merci. Quand on a fait ensemble, il y a quelques jours, l'analyse des interviews de Vanity Fair de Susie Wiles, je vous ai dit, si vous regardez son excuse sur le Birthday Book, vous avez la future ligne de défense de l'administration Trump sur le dossier Epstein. Elle disait à l'époque, oui, le nom de Trump est à l'intérieur de ce dossier-là, mais justement, en prenant l'exemple du Birthday Book, ce document-là est un faux. Et c'est exactement ce qu'on est en train de nous jouer pour justement prévenir de ce qui va sortir dans les prochains jours et prévenir d'autres documents qui ont été rendus publics hier, parce que ce n'est pas le seul qui a été fait, et donc dans l'espoir que médias publics, et c'est un pari risqué, hein, parce que combien de personnes qui ont vu ce matin le document de Jeffrey Epstein écrit à Larry Nassar citant Trump sauront que finalement tout ça était un faux. Hein, c'est vraiment un pari risqué de la part de l'administration Trump, mais plus le pari est risqué, plus ça me fait croire, ça me fait penser qu'il y a quelque chose de vraiment énorme dans ce dossier-là. Lorsqu'on prend tous ces risques de continuer à faire vivre cette affaire jour après jour, lorsque on prend les risques que pendant plusieurs heures, vous avez vu le lancement sur CNN tout à l'heure, que le public américain soit convaincu, avant de partir en vacances, que Donald Trump était aussi un agresseur sexuel et avait une passion, en tout cas un pédophile qui avait des passions pour des jeunes filles nubiles, et se dire non, en fait, ce qu'on vient de vous démontrer, suivez bien les gens, ce qu'on vient de vous démontrer, nous, département de la justice, grâce à cette enquête, en quelques heures, déjà, c'est pour vous démontrer qu'on est prêt à tout, on veut sortir tous ces documents, on veut la vérité, mais c'est de vous dire, ne croyez pas ce qu'il y a dans le document, parce que dans ce dossier, hier, on vous a montré une fausse vidéo de Jeffrey Epstein en train de se pendre. Le premier média à avoir relayé cette vidéo, c'est le New York Post. Ce n'est pas un hasard, encore une fois.
Et là, regardez, cette lettre, cette info, ce qu'il y a dans ce dossier, cette info, c'est pour ça qu'il n'y a pas de document où le nom de Melania apparaît. C'est pour ça qu'il n'y a pas de document en charge contre Donald Trump, parce que quand il y en a, ce sont uniquement des faux. On vient d'assister, vous venez d'assister à une manipulation en direct. Et justement, ouais, c'est exactement ça, 1984, justement, il y a d'autres choses dans ce dossier, d'autres choses qui valent la peine d'être racontées. On en parle tout de suite après.